Mon frère m'a humilié devant 30 membres de notre famille lors du dîner d'anniversaire de nos parents, en disant « Cette table est pour les vrais fils, pas pour les restes ». Tout le monde a ri. Quelques minutes plus tard, tous ces paiements ont été refusés. Puis, le serveur est revenu avec l'addition, l'a regardé droit dans les yeux, et a dit quelque chose qui a pétrifié la salle. Mon frère s'est levé lors du dîner du 35e anniversaire de mariage de nos parents. Il a levé son verre devant 30 membres de notre famille, et a prononcé la phrase qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de reprendre, « Cette table est pour les vrais fils, pas pour les restes ». La salle a ri. Du moins, 60% de la salle. Ma tante Adélaïde s'est arrêtée la première. Elle a posé son verre sans me regarder. Ma fourchette a heurté la porcelaine. Une gorgée d'eau. Brennan a été autorisé à terminer son toast. 53 minutes plus tard, sa dernière carte bancaire lui a été refusée. Au moment où nous avons quitté le Bluebird at Foothills ce soir-là, ma belle-mère avait renversé sa chaise sans s'en rendre compte. Mon père avait prononcé un seul mot, avec une voix que personne dans cette pièce n'avait entendue depuis 30 ans. Et un serveur, nommé André Sutton, était devenu le parfait inconnu le plus important de la vie de mon frère. Je m'appelle Elliot Hargrove, j'ai 36 ans. La version de moi que ma famille gardait en tête, celle du garçon silencieux, le « reste » au bout de la table est morte ce vendredi soir de novembre, entre la salade et l'addition. Mon métier compte, car c'est lui qui m'a servi d'arme. Je suis gestionnaire de patrimoine et de fiducie chez First Carolina Trust, dans le centre-ville d'Asheville. J'y travaille depuis 9 ans. Le travail est simple, je lis des amendements, j'enregistre des révocations, je dis aux familles ce que leurs proches décédés ont décidé pour eux sur le papier. Je paie mon propre loyer, je conduis une vieille Subaru. Mon costume de milieu de gamme a fait l'affaire pour l'anniversaire. C'était l'image globale que ma famille avait de moi, et ils s'en satisfaisaient. Calme, silencieux, un homme qui n'avait rien. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 2 jours avant ce dîner, Cordelia Sinclair, du bureau voisin du mien, avait posé 3 dossiers devant moi. J'avais signé chacun d'eux. Puis, j'avais conduit jusque chez moi, j'avais préparé des pâtes et j'avais dormi 8 heures. Bienvenue dans le coin Reddit, où des familles ordinaires font face à l'instant qui décide qui elles sont vraiment, et où les personnes qu'elles ont sous-estimées ont enfin le dernier mot. Si les histoires de justice silencieuse et de dignité méritée résonnent en vous, laissez un commentaire, abonnez-vous, et laissez la prochaine histoire vous trouver. Ma mère biologique s'appelait Eleanor. Elle est morte quand j'avais 4 ans. 14 mois plus tard, mon père s'est remarié. Vivant Locash est venu au mariage avec son neveu de 6 ans, Gareth, et le plan non avoué de refaire la cuisine d'ici la fin du mois. Elle l'a fait. Brennan est né l'année suivante. Il a eu la 2e chambre à l'étage, celle avec la baie vitrée. Mes affaires, elles, sont descendues au sous-sol. Il y avait un canapé convertible et une fenêtre au ras du sol, qui donnait sur les graviers près de la cuve de propane. Mon père appelait ça la chambre de grand garçon. J'avais 5 ans. Cette chambre au sous-sol m'a gardé jusqu'à l'université. Ce qui suit n'est pas la liste de chaque petite humiliation de ces 22 années. Ce sont les 5 moments qui expliquent la nuit du dîner. 1. Une veille de Noël, quand j'avais 9 ans, mon grand-père m'avait envoyé un cadeau emballé provenant de son commerce de gros de pièces automobiles. Une petite boîte à outils, avec mes initiales gravées sur le couvercle. Brennan avait 4 ans. Il l'a arraché du sapin avant que je ne descende, et l'a déballé à la table de la cuisine. Le temps que j'arrive, l'emballage était sur le sol, et Brennan était assis sur le couvercle, avec les outils étalés autour de lui. Mon père a dit, « Il est petit, Elliot, n'en fais pas toute une histoire. » Vivant a ramassé l'emballage. La boîte à outils est restée dans la chambre de Brennan jusqu'à ce qu'il s'en désintéresse. Je ne l'ai jamais revu. 2. L'été de mes 12 ans, mes parents ont emmené Brennan, Gareth et Vivien à la plage pour une semaine. Ils m'ont laissé à la maison avec 40 € dans une enveloppe, et une liste de corvées. On s'est dit que tu voudrais un peu de calme, fiston, m'avait dit mon père. On ne m'avait rien demandé. Cette semaine-là, je l'ai passée au commerce de gros de pièces automobiles de mon grand-père, sur East Sweeten Creek. Je balayais les sols, je rangeais les alternateurs, je mangeais des sandwichs au fromage dans son bureau. Il m'a payé 120 € le vendredi, dans sa propre enveloppe, qu'il a fait glisser sur son bureau. Ton salaire. Ne dis à personne ce que tu fais comme travail. La promesse a tenu 24 ans. 3.
Ma facture de frais de scolarité pour ma première année d'université est arrivée à la maison en août, avant que je ne parte. 6 000 €. J'avais trouvé un emploi pour la couvrir. L'enveloppe était ouverte sur la table de la cuisine quand je suis rentré du jardin, et Vivant était en train de la lire. Elle a levé les yeux et a dit, « Ton père et moi avons pris une décision. Nous ne pouvons pas t'aider avec ça, mon chéri. Les frais de scolarité de Brennan vont être une vraie charge dans quelques années. » Brennan avait 8 ans. La facture avait déjà été payée le matin même, par un virement de mon grand-père. Je ne lui ai rien dit. La facture est retournée dans l'enveloppe dans mon sac à dos, et Vivant ne l'a plus jamais mentionné. 4. Le soir de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, mes parents ont organisé la fête du 10e anniversaire de Brennan. Le même soir. Ils n'avaient pas remarqué le conflit de calendrier. Vivant a dit qu'il m'avait offert une carte avec 20 € dedans. 2 mois plus tard, quand Brennan a eu 11 ans, ils ont mis un cabriolet Mercedes d'occasion dans le garage, en attendant qu'il obtienne son permis d'apprenti conducteur. Vivant m'a accompagné pour la voir à Thanksgiving. Ne fais pas la tête, tu as eu ton tour. 5. Il y a 2 ans, Brennan a signé mon nom sur la ligne du co-emprunteur pour la location d'une voiture à 38 420 €. Il avait mon numéro de sécurité sociale, parce que mon père le lui avait donné. Le concessionnaire m'a appelé 3 semaines plus tard pour un retard de paiement. J'ai conduit jusque-là, j'ai payé les arriérés, j'ai refinancé le bail à mon propre nom pour protéger mon crédit, et j'ai effectué les paiements pendant 9 mois. Jusqu'à ce que Brennan me rembourse enfin les 4 237 € qu'il me devait. Ce dernier chiffre va avoir son importance plus tard, 4 237. Aucun de mes parents n'a jamais entendu parler de cette location par mois. Mon grand-père, si. Il a trouvé une ligne sur un relevé bancaire que j'avais laissé par accident sur sa table de cuisine. Il l'a lu 2 fois, l'a plié et l'a fait glisser vers moi de l'autre côté de la table. Ce soir-là, sur le porche, il m'a posé une seule question. « Elliot, sais-tu ce que je fais aux personnes qui me volent ?» J'ai secoué la tête. Je les laisse faire une fois. Ensuite, je m'assure qu'ils ne puissent plus jamais recommencer. Il s'appelait Bennett Hargrove. Tout le monde l'appelait Ben. Il avait fondé Hargrove Auto Supply en 1971, avec 2 employés et un camion emprunté. Au moment où il a vendu l'entreprise, elle comptait 21 employés et avait des contrats avec tous les mécaniciens indépendants, de Boone à Brevard. Tout l'argent de la vente est allé dans un seul instrument juridique, le Bennett Hargrove Family Trust, fiducie de la famille Hargrove. Il l'a amendé 11 fois. Le 11e amendement a été signé sur son lit d'hôpital, à l'hôpital Mission, 4 jours avant son second AVC. Cordelia Sinclair, de First Carolina, s'était déplacée en personne avec un notaire. Sa main droite était inutile depuis 2019, alors il a signé de la main gauche. Cordelia en a été témoin. Il est mort un mardi, en mars. Chaque dimanche, pendant 15 ans, ma Subaru tournait dans son allée, à Montfort, à la même heure. Nous nous asseyions sur le porche de mai à octobre, et dans le salon de novembre à avril. Il avait toujours déjà versé 2 tasses de café au moment où je sortais de ma voiture. Il buvait le sien noir. Le mien avait de la crème, parce que c'est comme ça que je le buvais à 16 ans, et il ne m'a jamais redemandé. Nous parlions de ce qu'il avait lu pendant la semaine. Il lisait les journaux, il lisait les revues spécialisées de l'époque où il était encore dans le commerce de pièces automobiles. Après ses AVC, il a commencé à lire plus lentement. Il me disait qu'il relisait des livres qu'il avait lus dans les années 70, et qu'il y trouvait des choses qu'il avait manquées la première fois. On ne voit pas la majeure partie d'un livre la première fois qu'on le lit, m'a-t-il dit. Il affirmait que c'était pareil pour les gens. Le dimanche qui a tout changé est arrivé 3 semaines avant sa mort. Je lui avais dit au téléphone, la veille, que j'allais être en retard. Un client de fiducie avait voulu me rencontrer un samedi, et la réunion s'était éternisée. Il m'avait répondu, viens quand tu peux. Quand je suis arrivé, le café était sur le comptoir de la cuisine. Les 2 tasses étaient remplies, mais froides. Il était assis au bureau dans le salon, avec son registre vert ouvert devant lui. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, derrière son épaule. Il n'était plus capable d'écrire beaucoup à l'époque. Sa main gauche tremblait sur le stylo. Il a levé les yeux et a dit, « Assieds-toi, fiston. Je veux que tu vois quelque chose. » Je me suis assis.
Il a tourné le registre à 90 degrés pour qu'il soit face à moi. C'était la page 11. L'écriture était plus ancienne. L'entête indiquait « Distribution discrétionnaire révocable ». Le nom en dessous était celui de Brennan. L'entrée la plus récente datait du mois précédent. Appartement, South Slope, 8e étage. Décaissement mensuel au propriétaire, 4 237 €. J'ai fixé le chiffre. Il m'a regardé le fixer. C'est le même chiffre, n'est-ce pas, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Un homme prend à son frère une fois. Ça, c'est la famille. Il prend à son frère une deuxième fois, et laisse son frère payer pour ça. Ça, c'est autre chose. Il a fermé le registre. Il l'a repoussé sur le côté du bureau. Un jour, tu seras le fiduciaire de tout ceci. La clause s'activera le jour de ton 36e anniversaire. Tu sauras quoi faire. Sa main gauche s'est tendue vers son café, qui était froid depuis longtemps. Il l'a bu quand même. Nous sommes allés sur le porche pour la dernière heure. La lumière baissait au moment où je suis parti. Il s'est tenu à la porte moustiquaire et m'a fait un signe de la main. C'était la dernière fois que je l'ai vu sur ses deux pieds. Il est mort 19 jours plus tard. La lecture du testament a eu lieu 6 mois après les funérailles, dans le bureau de Theodore Pruitt, sur Patton Avenue. En octobre. La maison de Montfort est allée à Brennan. Il s'est redressé sur sa chaise si vite que le cuir a grincé. La participation restante dans le commerce de pièces automobiles, évaluée à 840 000 €, est allée à mon père. Il n'a pas bougé. L'épargne en espèces, 293 000 € et des brouettes, est allée à Vivant. Sa main s'est posée sur le bras de mon père et l'a serré. Théodore a tourné la page et m'a regardé. À mon petit-fils, Elliot Hargrove, je lègue le contenu du coffre-fort 1106 de First Carolina Trust, et la somme de 10 €. La pièce est devenue silencieuse. Puis Brennan a éclaté de rire. Il a frappé la table du plat de la main. 10 € et un tas de paperasse. Il t'aimait vraiment, Ellie. Il t'aimait vraiment. Garrett a ri avec lui. Vivant a ri en deuxième. Mon père a regardé ses genoux. Théodore a fait glisser une enveloppe de l'autre côté de la table. À l'intérieur, il y avait un seul billet de 10 € plié. Pas de clé. Le coffre était déjà à la banque où je travaillais. À la sortie de l'immeuble de Théodore, Brennan m'a rattrapé sur le trottoir. Sans rancune, mon frère. Je te jetterai un os si je vends la maison de Montfort. Peut-être un meuble du porche. Il a posé sa main sur mon épaule en disant cela. J'ai conduit sur 4 pâtés de maison jusqu'à la banque. J'ai signé le registre de la chambre forte. J'ai ouvert le coffre 1106. 3 choses s'y trouvaient. 1. Un document de 22 pages, le 11e amendement au Bennett Hargrove Family Trust, daté et notarié. 2. Un petit carnet noir avec une seule entrée, page 11 du livre vert. Lisez attentivement. Prenez votre temps. Le garçon du sous-sol était celui qui montait chaque dimanche. 3. Un stylo plume noir pélican, avec les initiales BH sur l'agrafe. J'ai rapporté les 3 chez moi. J'ai fermé la porte à clé. J'ai ouvert le registre vert. La page 11 m'était familière. Je l'avais vue 3 semaines avant la mort de Bennett. La page suivante était nouvelle pour moi. Elle couvrait la carte Platinum. Moyenne mensuelle, 4 210 €. Total annuel, 76 800 €. La page d'après couvrait la ligne de dépenses personnelles. Total annuel, 94 500 €. J'ai additionné les 3 nombres dans ma tête, 171 300 €. C'était ce que Brennan dépensait en un an, avec un salaire qu'il n'avait pas. La page suivante reprenait le texte même de la fiducie, copié à la main, avec une clause soulignée, le fiduciaire des distributions susmentionnées, à compter du 36e anniversaire d'Elliot Hargrove, sera le dit Elliot Hargrove. Il aura le plein pouvoir discrétionnaire de modifier, révoquer ou résilier tout décaissement énoncé dans les présentes, sans préavis, sans justification, et sans recours possible. Mon 36e anniversaire était dans 3 semaines et 4 jours. J'ai fermé le registre. Je me suis couché à l'heure habituelle. J'ai dormi toute la nuit. Les 3 premiers jours, je n'ai rien fait. Je suis allé au travail, j'ai administré les fiducies d'autres familles.
Je suis rentré chez moi, j'ai fait des pâtes, j'ai lu. Le vendredi matin, ma tante Adélaïde m'a appelé. C'était la seule sœur de Bennett. Elle avait 63 ans, était divorcée depuis 15 ans, et vivait à Weaverville. Nous ne nous étions pas parlé depuis les funérailles. Elliot, je veux descendre te voir dimanche. Je peux apporter le déjeuner? Elle a apporté un thermos de poulet et de boulettes, chicken and dumpling, et s'est assise à ma table de cuisine pendant 2 heures. Elle n'était jamais venue dans mon appartement auparavant. Ses yeux parcouraient les étagères de livres comme on se promène dans un musée. Elle a pris un livre de poche sur la table d'appoint, a lu la 4e de couverture, et l'a reposé. Elle m'a posé 3 questions sur l'immeuble. Elle m'a demandé ce que je cuisinais en semaine. À la moitié du repas, elle a posé sa cuillère. Ton grand-père m'a parlé du 11e amendement 2 semaines avant sa mort. Il m'a appelé tard le soir, ce qu'il ne faisait jamais. L'appel a duré 11 minutes. Il m'a raconté que tu étais assis dans la pièce, 3 semaines plus tôt. Quand il t'a montré la page 11. Il m'a dit que tu as compris le chiffre sur la page avant même qu'il n'ait à l'expliquer. Il m'a dit qu'il avait attendu 20 ans pour que quelqu'un dans la famille regarde cette page, sans avoir besoin qu'on la lui explique. Elle a replié sa serviette. Il m'a dit que tu déposerais les papiers toi-même, un jeudi, 3 semaines et 4 jours après ton anniversaire. Il m'a dit que tu n'en ferais pas un spectacle. Il m'a dit que tu ne l'appellerais pas avant de le faire, parce que tu n'en aurais pas besoin. Elle a levé les yeux vers moi. Je te raconte tout ça maintenant. Parce que Brennan m'a appelé hier soir. Il voulait savoir si je connaissais la valeur de la maison de Montfort. Il voulait savoir si j'avais le temps de rencontrer son agent immobilier la semaine prochaine. Il a dit qu'il pensait se lancer dans l'investissement immobilier. Et que grand-père aurait voulu qu'il le fasse. Elle a posé ses mains à plat sur la table. Il l'a déjà mise en vente. Prix demandé, 475 000 €. Il pense que la vente financera ce qu'il appelle son portefeuille d'investissement. Il n'a même pas attendu un seul mois après la lecture du testament. Les pâtes ont refroidi sur ma cuisinière cet après-midi-là. Elle est restée jusqu'à 16 heures. Avant de partir, elle a effleuré ma main une fois. Quoi que tu fasses, ton grand-père comprendrait. Il m'a dit que tu ne reculerais pas. Il avait raison à ton sujet, bien avant tout le monde. Le matin de mon 36e anniversaire, un mardi, la routine du bureau a commencé 1 heure plus tôt que d'habitude. Café dans la salle de pause à 9 heures pile. On frappe à la porte ouverte de Cordelia Sinclair. Je voudrais prendre un rendez-vous privé pour jeudi après-midi. Ses yeux se sont levés de l'écran. Il m'avait dit que tu viendrais la semaine de ton anniversaire, a-t-elle dit. Ton dossier est prêt. Si l'histoire d'un homme discret et d'une trace écrite vous a captivé jusqu'ici, je veux être honnête sur une chose avant que l'addition n'arrive, j'ai failli ne pas déposer ces documents. Non pas parce que le texte de la fiducie n'était pas clair, et non pas parce que Bennett aurait remis en question mon choix. Mais parce que 32 années passées à être le garçon facile à vivre ne s'effacent pas en un seul après-midi au bureau. Il y a une différence entre être calme, et être absent de sa propre vie. J'avais passé la majeure partie de la mienne du mauvais côté de cette frontière. Ce que j'ai fait ensuite, je le referai sans hésiter. Mais la partie qui comptait vraiment n'était pas encore arrivée. Si vous vous êtes déjà assis à une table en regardant un frère se voir offrir un avenir qu'il était censé mériter, vous savez déjà comment cette pièce est devenue silencieuse. Laissez un mot dans les commentaires. Abonnez-vous. L'histoire devient plus dure à partir d'ici. Le jeudi à 14 heures, 3 dossiers attendaient sur la table de la salle de conférence. 1. Révocation d'utilisateur autorisé sur la carte American Express Platinum. Le titulaire du compte était le Bennett Hargrove Family Trust. La carte dans le portefeuille de Brennan serait valide jusqu'à la fermeture des bureaux ce jour-là. Après cela, le service des fraudes de la banque signalerait toute nouvelle tentative, et dirigerait le commerçant directement vers le titulaire du compte. 2. Résiliation du décaissement récurrent pour le bail de l'appartement. Le paiement de novembre, dû le 1er, ne serait pas traité. Le bail était au nom de la fiducie, pas de Brennan. Le propriétaire recevrait une notification automatisée le lundi. 3. Résiliation de la ligne de dépenses personnelles. Même structure, même effet. J'ai signé chacun d'eux. Cordelia a contresigné. Elle a poussé les dossiers sur le côté. Tu es sûr? Oui.
Tu veux en retarder certains? Non. Que tout soit traité ce soir. Elle a hoché la tête. Elle a emporté les dossiers dans le bureau du fond. L'horodatage a claqué à travers la porte ouverte. Elle est revenue et s'est assise. Ton grand-père m'a écrit une lettre le matin où il a signé le 11e amendement. Il m'a demandé de t'aider à faire les choses correctement, quelle que soit ta décision. Cela se serait fait de toute façon, mais il me l'a demandé. Merci, Cordelia. Elle a fait une pause. Un point opérationnel que tu dois savoir. La fiducie a des instructions permanentes concernant le bail. Si le décaissement est résilié sans qu'un locataire successeur ne soit en place, la société de gestion immobilière est contractuellement autorisée à entamer une procédure d'expulsion au 6e jour. Elle a laissé l'information infuser. Brennan aurait jusqu'au lundi 6 avant l'envoi de l'avis de mise en demeure. Puis, il aurait 5 jours. C'est compris. Une dernière chose. Il a dit que tu n'en ferais pas un spectacle. Il a dit que tu le ferais comme il l'aurait fait lui-même. Discrètement, et un jeudi. Elle a souri pour la première fois. Un petit sourire. Le dîner d'anniversaire avait lieu le lendemain soir. Le vendredi à 17h30, j'étais assis dans le parking derrière mon immeuble, le moteur en marche. Le registre était sur le siège passager. L'addition au restaurant allait arriver, que je sois là ou non. Passer devant le restaurant et rentrer chez moi était une option. Une pizza et la pluie sur les fenêtres de l'appartement étaient une option. Mais Bennett n'avait pas conduit 35 dimanches par an pendant 30 ans, juste pour que j'entende parler de cette soirée par quelqu'un d'autre. J'ai passé la marche avant. La Subaru s'est garée sur le parking en gravier du Bluebird at Foothill à 18h42. Le Range Rover de Brennan était à 3 places de la porte, garé en biais sur 2 emplacements. À l'intérieur, l'hôtesse a pris mon manteau. Vivant était déjà dans l'entrée, parlant à un cousin de Greenville d'une location de vacances qu'ils avaient prise en août. Elle m'a vu par-dessus l'épaule du cousin. Son visage a fait cette chose qu'il faisait depuis 30 ans, la pause d'une demi-seconde, puis le grand sourire d'hôtesse. Mon chéri, on a cru que tu ne viendrais peut-être pas. Désolé pour le retard. Brennan a déjà porté le premier toast. Tu l'as raté. Elle s'est retournée vers le cousin sans attendre de réponse. Adélaïde était seule, sur une chaise près de la fenêtre, avec un verre d'eau. Elle a levé son verre d'1 centimètre quand je suis entré. J'ai levé le mien quand je me suis assis, 4 chaises plus loin. La salle à manger privée comptait 31 couverts. Brennan m'avait placé tout au bout, à côté d'une chaise vide qui est restée vide toute la nuit. Le premier toast est arrivé pendant qu'on servait le pain. Brennan s'est levé avec un verre d'eau, et a fait un discours sur les 2 meilleurs parents de la moitié ouest de l'État. Ma belle-mère a posé sa main sur son bras. Mon père a levé son verre d'1 centimètre et l'a reposé. Les gens ont applaudi. Les assiettes se sont succédées. Le deuxième toast est arrivé après qu'on ait débarrassé les salades. Brennan a versé du cabernet à tout le monde à sa portée, et s'est levé à nouveau, au bout de la table où mon père s'asseyait d'habitude, et où mon père lui avait cédé la place sans un mot. 35 ans, a déclaré Brennan. 35 ans de 2 personnes qui auraient pu abandonner et ne l'ont pas fait, qui auraient pu se contenter de moins et ne l'ont pas fait. Un petit murmure d'approbation a parcouru la table. Adélaïde a croisé les mains sur ses genoux. Maintenant, c'est une table de famille, a-t-il ajouté. Et les tables de famille sont pour la famille. La vraie famille. Le genre qui est présente. Le genre qui mérite sa place. Il a levé son verre. Cette table est pour les vrais fils, pas pour les restes. Ses yeux se sont posés sur moi au moment où le dernier mot sortait. 60% de la salle a ri. Adélaïde s'est arrêtée la première. Ma fourchette est tombée sur la porcelaine. J'ai bu une gorgée de mon verre d'eau et l'ai reposé. Brennan a souri de toutes ses dents. Il s'est rassis. Je n'ai rien dit pendant les 40 minutes suivantes. Mon père a soulevé son pain, puis l'a reposé sans en manger. Vivant a mangé une carotte, puis a tourné son alliance 2 fois autour de son doigt. Brennan a commandé une deuxième bouteille. Garrett a ri trop fort à une blague d'un grand-oncle. De l'autre côté de la table, ma petite cousine, Marisol, gardait les yeux fixés sur son assiette. Elle avait été la seule parente à m'envoyer une carte après les funérailles de Bennett. À 20h12, Vivant s'est levée pour porter son propre toast. Elle a remercié son mari.
Elle a remercié son fils. Elle a remercié sa belle-sœur d'avoir organisé le dîner de répétition 30 ans plus tôt. Elle ne m'a pas remercié. Elle n'a pas mentionné Eleanor. Les mains d'Adélaïde, croisées sur ses genoux, se sont crispées. À 20h41, Brennan a croisé le regard du serveur et a fait le geste d'écrire pour demander l'addition. André Sutton a apporté le porte-addition et l'a posé à côté du coude droit de Brennan. Brennan ne l'a pas ouvert. Il a sorti la carte American Express Platinum de son portefeuille sans regarder, et l'a posée par-dessus. « Je prends tout sur celle-ci », a-t-il dit, assez fort pour que tout le bout de la table l'entende. Il a poussé le porte-addition vers André sans rompre le contact visuel avec le cousin à qui il parlait. André l'a pris. Il est parti. 4 minutes plus tard, il est revenu. Il s'est penché vers l'épaule de Brennan. Sa voix était basse. « Monsieur, je suis désolé. Celle-ci n'est pas passée. Voulez-vous en essayer une autre ?» Brennan a ri. « Repassez-la. La puce est probablement sale. Je l'ai passée 2 fois, monsieur. Essayez une 3e fois. Impossible de le faire, monsieur. La banque a refusé l'autorisation. » Brennan a sorti une 2e carte de son portefeuille. Une carte Visa noire avec le tampon du même compte en fiducie au dos. Il l'a posée sur le porte-addition. Celle-là. André l'a prise. Il est parti. Le cousin à ma droite avait cessé de parler. De l'autre côté de la table, le grand-oncle regardait Brennan, puis le porte-addition, puis de nouveau Brennan. Vivant a tourné sa chaise pour faire face au bout de la table. Son sourire s'est aminci. Mon père a posé son petit pain et n'a plus rien touché. Au fond, Adélaïde était devenue immobile. Elle ne tournait pas la tête, mais ses yeux suivaient André à travers la pièce. Marisol, de l'autre côté de la table, avait cessé de manger. Gareth, à 2 sièges de Brennan, vérifiait son téléphone, le reposait, puis le vérifiait à nouveau. 3 minutes. André est revenu. « Monsieur. Je crains que celle-ci aussi. » Le cou de Brennan est devenu rouge au niveau de son col. « C'est quoi ce restaurant bas de gamme ? Mes 2 cartes ? Repassez-les. Impossible de continuer, monsieur. La banque a bloqué le compte. Bloqué pourquoi ? André n'a pas répondu. Il a gardé les yeux fixés sur un point juste au-dessus de l'épaule gauche de Brennan. Brennan a fouillé dans son portefeuille pour une 3e carte. Une carte de débit personnel d'une autre banque. Il l'a claquée sur le porte-addition. Celle-là. Celle-là est à moi. André l'a prise. Il est parti. La pièce était devenue silencieuse. Pas totalement. Le bout opposé de la table parlait encore d'un match de volley. Mais les 12 convives autour de Brennan, et les 8 autour de moi, s'étaient tous tournés vers le bout de la table. Vivant a touché le bras de Brennan. « Brennan, mon chéri. Maman, c'est bon. Ce sont les lecteurs de puces dans cet endroit. Le manager va m'entendre. Brennan, maman. » Une grand-tante du côté de Vivant, 81 ans, a posé son verre de vin et l'a légèrement éloigné de son assiette. Elle ne l'a plus repris de la soirée. Ma main est restée sur mes genoux. Le sac avec le registre vert était sur le sol, entre mes pieds. 4 minutes. André est revenu par la porte de la cuisine. Le porte-addition était dans sa main gauche. Un petit terminal sans fil noir dans sa droite. Il ne s'est pas arrêté à l'épaule de Brennan cette fois-ci. Il a parcouru toute la longueur de la table. Il s'est arrêté derrière ma chaise. Le reste de la pièce est devenu complètement silencieux. « Monsieur Hargrove, a-t-il dit. Désolé de vous déranger. La banque dit que le titulaire de la carte doit autoriser ce paiement en personne. » Il a légèrement soulevé le terminal. L'écran était allumé. La ligne téléphonique était ouverte. Ils m'ont mis en ligne avec eux. Je leur ai dit qu'il était à cette table. Monsieur Hargrove. Il a tourné la tête vers moi. Tous les visages de la pièce se sont tournés avec lui. Un regard vers Brennan d'abord. Il était assis très droit. Le rouge était monté jusqu'à son visage. Sa main gauche était à plat sur la table, à côté d'un verre de vin vide. Sa main droite tenait toujours son portefeuille. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. Un regard vers mon père ensuite.
Pas le regard fuyant qu'il m'avait lancé pendant 32 ans. Un regard direct. Un retour vers André. Oui, je peux autoriser. Le terminal est passé par-dessus mon épaule. Le logo de la banque brillait sur l'écran. La voix d'une femme à l'autre bout a récité mon nom et un numéro de compte. Confirmé. Avez-vous refusé ce paiement? Confirmé, monsieur. Passez une bonne soirée. La ligne s'est coupée. André a repris le terminal. Il est resté près de mon épaule. Le portefeuille de Brennan était toujours dans sa main. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Brennan. J'ai plongé la main dans mon sac. Le registre vert est apparu sur la nappe. Je l'ai ouvert à la page 11. Je l'ai fait glisser sur toute la longueur de la table vers lui. Il a frôlé 3 verres d'eau et un beurrier au passage. Il s'est arrêté à 10 cm de sa main droite. La page était tournée vers le haut. Les 11 entrées étaient datées. La ligne la plus récente indiquait « Appartement, South Slope, 8e étage. Décaissement mensuel au propriétaire, 4 237 €. Total à ce jour pour l'année civile, 46 607 €. Le résumé annuel en haut de la page indiquait 171 300 €. Brennan a baissé les yeux vers la page. Il a lu pendant 10 secondes sans bouger. C'est quoi ça? 4 mots. Ça n'a jamais été à toi. Derrière lui, Vivant s'est levé trop vite. Sa chaise a basculé en arrière. Personne ne l'a rattrapé. Elle a percuté le sol avec un bruit de petite porte qui claque. La main de Brennan s'est posée sur le registre. Il a tourné la page. Il a vu les entrées de la carte Platinum. Il a tourné encore. Il a vu la ligne des dépenses personnelles. Garrett, à 2 sièges de lui, s'est penché pour regarder. Il a reculé dès qu'il a compris l'entête de la colonne. Il n'a plus regardé Brennan de la nuit. Mon père, qui n'avait pas prononcé un mot pendant le toast, les rires, ou l'épisode des cartes, a dit un seul mot. Avec une voix que la pièce n'avait pas entendue depuis 30 ans. Papa, a-t-il murmuré. Il l'a dit comme un fils le dit quand son père vient d'entrer dans la pièce. Ses yeux étaient fixés sur le registre. Puis ils se sont levés vers les miens. Tu savais, a-t-il dit. 3 semaines avant sa mort, tu savais. Je n'ai pas répondu. La voix de Vivant a résonné plus aiguë qu'elle ne le voulait. Robert, fais quelque chose. Il ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur moi. Il ne me l'a jamais dit, a ajouté mon père. La pièce est restée figée après ça. Puis Brennan s'est levé. Le registre était toujours dans sa main. Sa voix a jailli à un volume qui ne correspondait pas à la pièce. Tu crois que c'est à toi? Tu crois que grand-père aurait voulu ça? Assieds-toi, Brennan. C'était Adélaïde. 2 chaises plus loin. Elle n'avait pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Il s'est rassis. J'ai fermé le registre. Je l'ai soulevé de la table. Il est retourné dans le sac. J'ai sorti 3 427 € en espèces de mon portefeuille, compté ce matin-là à mon propre distributeur, et je les ai mis dans le porte-addition. 4 billets de 20 € sont sortis séparément et ont été tendus à André. Merci pour votre patience. Il a pris les billets. Il a reculé. J'ai mis le sac sur mon épaule. La longueur de la table est passée sous mes pieds. La porte de la salle à manger privée. La salle à manger principale. Les marches en bois. Le parking en gravier. Le verrou de la Subaru venait de cliquer quand des pas ont crissé sur le gravier derrière moi. Tante Adélaïde. Pas de manteau sur le bras, pas de sac à main. Elle s'est arrêtée à 2 mètres de moi. Bennett m'a parlé de ce dimanche, 3 semaines avant sa mort. Il m'a dit que tu avais compris ce qu'il te demandait. Il m'a dit que tu n'avais pas reculé. Elle a fait une pause. Ton père porte ce registre dans sa tête depuis 20 ans. Il n'a simplement jamais eu le courage de l'ouvrir. La nuit où ta mère est morte. Ton grand-père a conduit jusqu'à cet hôpital et est resté dans la salle d'attente jusqu'au matin. Ton père est rentré chez lui avec la famille de Vivant. Bennett n'a jamais oublié ça. Ce soir, il aurait dit que c'était une réparation vieille de 32 ans, pas un verdict. Un hochement de tête. Une dernière chose. Ta belle-mère va raconter à chaque cousin dans cette pièce que tu as fait ça pour l'argent. D'ici dimanche,
ce sera la version que ton père croira presque. Alors, quand tu seras prêt, appelle-moi. Et je dirai à chacun d'entre eux ce que ton grand-père m'a dit. J'ai sa lettre. Il me l'a laissée la nuit avant de signer l'amendement. Elle porte la signature de mon frère, et la date. Elle s'est retournée. Elle a marché vers le restaurant. Le trajet du retour a duré 14 minutes. Les pâtes du début de la semaine étaient toujours dans le frigo. Je les ai mangées froides. Les conséquences comptaient. Alors voici ce qui a suivi. Le bail de l'appartement de Brennan était un instrument détenu par la fiducie. Le paiement de novembre n'a pas été traité. La société de gestion immobilière de South Slope a envoyé l'avis de mise en demeure le lundi 6, adressé à la fiducie. La fiducie n'a pas remédié au défaut de paiement. Brennan a reçu une assignation le 7. Il avait 30 jours. Il a déménagé le 9 décembre dans un F2 en location à Andersonville. La caution s'élevait à 7 830 €. Vivant l'a couverte en vendant sa Tesla Model Y lors d'une vente privée le 11. La location du Range Rover était alors à son propre nom. Sans la ligne de crédit de la fiducie, il ne pouvait pas couvrir les 1140 € par mois. Il a rendu le véhicule de son plein gré la 3e semaine de décembre, pour éviter qu'une saisie n'entache son dossier de crédit. Il conduit aujourd'hui une Toyota Corolla de 2009. Acheté cash pour 3 800 € à un vendeur privé de Weaverville. Adélaïde m'a appris que l'annonce de la vente de la maison de Montfort avait été retirée discrètement la semaine suivant le dîner. Brennan avait signé un mandat de vente exclusif avec un agent immobilier nommé Pamela Hightower, sans en informer l'exécuteur de la succession de son grand-père, à savoir la fiducie. Théodore Pruitt a envoyé une lettre d'une page à Pamela pour lui expliquer la situation. L'annonce a été retirée le même après-midi. Brennan est désormais le propriétaire de la maison, mais il ne peut pas la vendre sans la levée de certaines servitudes que Bennett avait déposées en 2008 par la fiducie. Ces levées requièrent ma signature. Aucune n'a été demandée. Aucune ne sera accordée cette année. Vivant a fait exactement ce qu'Adélaïde avait prédit. Elle a dit à 2 cousins, le dimanche après-midi, que je m'étais retourné contre mon propre frère pour un héritage. Le mardi suivant le dîner, Adélaïde a conduit jusqu'à la maison de mon père, s'est assise sur son porche pendant 40 minutes, et lui a raconté chaque dimanche que Bennett et moi avions passé ensemble pendant 15 ans. Elle avait apporté la lettre de Bennett avec elle. Je ne sais pas ce qui a été dit. Je sais que mon père n'a pas répondu aux appels de Vivien pendant 3 jours après cette conversation. Je sais que Vivant a déménagé dans la chambre d'amis au 2e étage de la maison de Beaverdam début décembre. Elle a déposé une demande de séparation légale fin janvier. D'après Adélaïde, elle n'est pas revenue, et les cousins sur lesquels elle comptait pour témoigner de sa bonne moralité ont cessé de répondre à ses appels. Après la tournée d'Adélaïde à la mi-décembre, Brennan m'a appelé 4 fois dans la semaine qui a suivi le dîner. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé un texto, on doit parler. Je n'ai pas répondu. Le 5e appel est venu du numéro de mon père. J'ai répondu. Il a prononcé une seule phrase, il ne te parlera plus jamais. Je lui ai fait promettre. Merci, papa. C'était la première fois en 2 décennies que je l'appelais comme ça au téléphone. En janvier, un mercredi matin, j'ai vu Brennan à l'autre bout du parking d'une quincaillerie sur Sweeten Creek. Il sortait de la Corolla. Il avait un sac de vis à cloison sèche sous le bras, et portait un manteau que je lui avais offert pour Noël 7 ans plus tôt. Il ne m'a pas vu. Il ressemblait exactement à un homme qui reprenait le cours d'une vie plus modeste. Je n'ai rien ressenti de particulier à ce sujet. J'ai conduit jusqu'au travail. Mon père m'a écrit une lettre le 14 novembre. Une longue enveloppe blanche, mon nom inscrit de son écriture. L'enveloppe est restée sur la table de ma cuisine pendant 3 mois. En février, Adélaïde m'a apporté le stylo plume Pélican de Bennett. Elle l'avait gardé dans un tiroir de sa propre maison pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'elle juge le moment opportun. Elle a posé le stylo sur le rebord de ma fenêtre, au-dessus de l'évier. Puis elle s'est assise à la table, a pris l'enveloppe blanche et me l'a tendue. Je l'ai ouverte le soir même. La lettre faisait 4 pages. Les 3 premières étaient des excuses. La 4e tenait en un paragraphe, Elliot, je savais pour la chambre du sous-sol. Je savais pour la fête de remise des diplômes. Je savais pour le Range Rover. Je n'ai jamais rien dit. Parce que dire quelque chose signifiait tout dire. Et j'étais un lâche.
Ton grand-père le savait. Il ne l'a jamais dit à voix haute non plus. Il s'est juste assuré que le moment venu, la bonne personne tienne le stylo. Tu as toujours été la bonne personne. Je suis désolé qu'il m'ait fallu 32 ans pour l'écrire. La fiducie continue. Je l'administre. Aucune autre distribution n'a été versée à Brennan, et aucune n'est prévue. Adélaïde descend me voir presque tous les samedis. Elle apporte le déjeuner. Nous nous asseyons à la même table de cuisine. J'ai appelé mon père 2 fois. Une fois en mars, une fois en avril. Les 2 fois, nous avons parlé moins de 10 minutes. Aucun de nous n'a mentionné vivant. Adélaïde dit que ça prendra plus de temps. Adélaïde dit que la plupart des choses prennent plus de temps que ce que les gens croient. Mais 6 mois après le dîner. Un samedi matin, à 6h15. Le registre vert était posé, fermé, sur le comptoir, avec un couteau à beurre par-dessus, car la couverture s'était légèrement déformée avec l'humidité de l'été. Le pélican était sur le rebord de la fenêtre, au-dessus de l'évier, là où Adélaïde l'avait laissé en février. Le reçu du Bluebird reposait sur la table de la cuisine, à côté de l'enveloppe blanche de mon père. Désormais ouverte. Désormais lue. J'ai pris le stylo. J'ai retiré le capuchon. J'ai ouvert le registre à la première page vierge. J'ai inscrit la date en haut avec ma propre écriture, qui penche légèrement là où celle de Bennett ne penchait jamais. Sous la date, j'ai écrit une ligne, Adélaïde pour le déjeuner. Poulet et boulettes. Rien d'autre. J'ai fermé le livre. J'ai remis le capuchon sur le stylo. Le stylo est retourné sur le rebord. Dehors, la lumière a fini de se lever au-dessus de la crête. Un registre vert foncé, écrit à l'encre de stylo plume. Un toast qui m'a qualifié de ce que je n'étais pas. Une addition discrètement payée et jamais jetée. C'est mon histoire. Un dîner d'anniversaire, un serveur qui s'est tourné vers la bonne épaule, et un grand-père qui avait consigné 23 ans de vérité avant que quiconque ne pense à la lui demander. Si cela vous a rappelé que la personne la plus silencieuse à table est très souvent celle qui a vu tout le jeu la première, prenez ceci comme un signe ce soir, appelez ce membre de la famille que personne d'autre n'appelle. Ouvrez cette enveloppe que vous aviez peur de lire. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.